Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, c'est une spéciale édition Pocket et nous avons la joie d'accueillir Luca Di Fulvio puisque son livre Les prisonniers de la liberté sont sortis chez Pocket. À ses côtés, pour l'interroger, nous avons Lydie Zanini de la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Je vous présente Amélie Passé qui est éditrice chez Pocket et nous avons aussi la joie d'avoir Henri Beauvais qui est l'éditeur, le premier éditeur de Luca chez Slatine et compagnie. Avant de vous laisser la parole, mes amis, je vais rappeler que nos amis participants peuvent poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et à la fin, Lucas, je viendrai te les poser. Amélie, je te laisse la parole. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Luca, Lydie, merci d'être parmi nous ce soir. Et je prends juste la parole. De rien. Je prends juste la parole quelques instants pour vous dire que je suis vraiment ravie de cette rencontre ce soir parce que les livres de Luca chez Pocket sont une vraie aventure. C'est une très belle histoire éditoriale comme on les aime, qui font le sel de notre métier. Je ne pourrai jamais oublier le jour où Henri Beauvais m'a envoyé les 300 premières pages de la traduction brute du Gang des rêves, toute fin 2015. La joie de les dévorer et de me dire que ce livre était vraiment une bombe et qu'il fallait le mettre entre les mains de tout le monde. Cette excitation ensuite de travailler avec Slatkin a lancé ce roman, le travail d'équipe chez Pocket sous la houlette de Charlotte Lefebvre avec tous nos services pour en faire ensemble le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais surtout, ce sont c'est vrai des moments inoubliables, mais au-delà de ces joies éditoriales, c'est vraiment ce qui est fabuleux avec Luca, c'est qu'il parle à notre âme de lecteur et parvient à chacun de ses romans à nous plonger dans le plaisir qui est presque enfantin de la lecture, celui qui nous place en dehors du temps, qui nous fait vivre, dormir, voyager avec ses personnages le temps d'une histoire. Les prisonniers de la liberté ne dérogent pas à la règle et une fois qu'on a rencontré Rocco, Rosetta et Rachel, je défie quiconque de parvenir à les oublier. Voilà, j'en dis pas plus et je laisse la parole à Henri et vous souhaite à tous une très belle rencontre ce soir. Merci. Je voudrais être timide pour pouvoir rougir. Ah. Depuis ton Luca, on le sait, je ne fais pas timide. Depuis tes paroles. J'ai oublié une chose très importante ce soir. Il y a une librairie partenaire et je crois que vous le connaissez, Lucas. Ah, Philippe. Philippe Fournier, qui est la presse de Mérignac, Mon Désir. Je crois que vous le connaissez tous les deux. On le connaît tous. Très bien. Ciao, Philippe. Donc voilà, Henri, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Moi, je vais disparaître, Amélie aussi, et puis on vous retrouve tout à l'heure. Bon, avant qu'Amélie disparaisse, moi, je me souviens parfaitement le jour où vous êtes venue, Amélie, dans nos petits locaux, on campait à l'intérieur des locaux d'Honoré Champion et vous aviez à ce moment-là décidé de prendre les 3 livres en ayant lu seulement 300 premières pages du Gang des rêves et qui étaient en cours de traduction. Et bravo pour avoir foncé si vite et d'avoir eu le nez ses creux, puisqu'on a publié ensemble déjà 4 livres. Celui-ci, c'est le 5e, Les prisonniers de la liberté. Et nous allons faire paraître un nouveau Luca en septembre. Et pour faire patienter les lecteurs, il y a dès ce jeudi, je crois, la parution des prisonniers de la liberté. Et juste pour information, nous, en grand format, le Gang des rêves, on l'a très bien vendu, c'est un énorme succès. Mais Pocket, on a vendu 14 fois plus, ce qui est un signe de la puissance de tir de votre maison. Et on est très content de cette collaboration qui s'épanouit. C'est un beau travail d'équipe. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Comment on a rencontré Luca? Non, ce n'est pas très intéressant. On va laisser la parole à Lydie qui va parler du livre, je pense. Est-ce que je peux dire une chose seulement? Parce que la chose extraordinaire de l'histoire de Les Beauvais, parce qu'ils sont 2 et les autres, l'autre c'est le boss. Les Beauvais avevano appena cominciato. Ils avaient à peine commencé. E nessuno mi voleva in Francia. Et aucun ne me voulait en France. Et alors nous avons commencé ensemble et avec un livre qui parle des rêves. Et nous avons réalisé un petit rêve. Non, pas petit. Grand rêve. Un grand rêve. Un grand rêve, oui, ensemble. Et c'est extraordinaire.
Ben, moi, j'ajoute aussi quelque chose. C'est extraordinaire d'avoir Luca, puisqu'on on a créé cette maison quasiment avec Luca. Comme vous le savez, Slatkin est une vieille maison genevoise qui fait surtout des éditions régionalistes et des livres qui parlent de Suisse exclusivement. Et les Slatkin avaient envie de monter une structure en France qui s'adresse à un public différent. Et on a eu la chance de trouver en plein mois d'août le livre de Luca parce qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas si ça intéresse votre public que je raconte ça, mais on s'est rendu compte que les 3 livres de Luca, qui sont donc le Gang des rêves, le deuxième Les enfants de Venise et le troisième Le soleil des rebelles, c'est les titres français, étaient tous les 3 numéro 1 des ventes du Spiegel en plein mois d'août. Et donc on a appelé tout de suite Mondadori, qui est l'éditeur du Gang des rêves, puisqu'après Luca est passé chez un éditeur allemand qui est son éditeur premier. On a appelé Mondadori et à l'époque, on n'avait pas trouvé la marque, on s'appelait Boves Slatkin et Associés, c'est-à-dire BSA, ça faisait plutôt cabinet d'avocats. Et on a appelé Mondadori en disant on est intéressé par ce livre qui a 10 ans. Et parce qu'en général, nos confrères s'intéressent aux livres frais, mais pas aux livres qui ont 10 ans. Et on l'avait lu en allemand, parce qu'on lit plus vite en allemand qu'en italien, et on était tombé d'amour. Sauf que Mondadori disait, mais qu'est-ce que c'est Boves Slatkin? Et alors, ils sont allés chercher sur le site Slatkin, et ils ont vu les meilleurs restaurants de Genève, Montbeau, Mont-Blanc, je retournerai au Muvran, etc. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que cet éditeur? Il a fallu faire intervenir des éditeurs italiens pour répondre de notre vertu. Et enfin, on a pu acheter ces 3 livres et les faire traduire par Elsa Damien, qui est la traductrice aussi de Ferranté, qui a réalisé une traduction mythique du Gang des rêves et évidemment des prisonniers de la liberté dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus pour nous qu'un livre. C'est le livre qu'a fondé Slatkin et compagnie. Et on est à notre 5e année d'existence et on va faire paraître le 5e Luca. Et on est absolument ravis de t'avoir pour partenaire aussi. Et c'est l'éditeur qui a fondé Luca di Fulvio en France. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est exact, c'est exact. Allez, Lydie, on vous laisse la parole. Moi, je vais bien raconter plein de choses parce que si je raconte la découverte de Luca grâce à Henri qui avait envoyé le service de presse dans une belle enveloppe rouge avec un petit mot très gentil qui fait qu'on ne peut que lire. Dès l'instant où il y a un petit mot gentil et puis une belle enveloppe rouge, on se dit, bon, je vais le lire. Mais le pavé étant, on recule parce que comme tout libraire, on a beaucoup de choses à lire. Mais sauf que dès l'instant où on commence le Gang des rêves, c'est comme si on avait la main ou le regard qui était happé, on ne peut pas faire autrement. C'est obligatoire. Et là, je dois dire que si tu veux, je peux enchaîner sur tes 3 livres, tes 4 livres, qui sont les 4 gros morceaux de ta carrière française. Tes 4 gros ouvrages racontent toujours des histoires historiques avec des personnages qui sont empreints d'humanité, empreints de tendresse, de vérité. Et surtout, personnellement, je trouve que tu es toujours en train de lutter contre les injustices. Alors, je mettrai tout ça avec un gros paquet cadeau autour de chaque livre, parce que c'est un petit peu, chaque fois, le thème que tu nous donnes. Mais dans ce dernier, avec tes 3 personnages, tes 3 R, Rosetta, Rocco et Rachel, on a 3 personnages qui sont Rosetta, je dirais, hyper volontaire, elle sait ce qu'elle veut après tout ce qu'elle va en baver. On a Rocco qui est un type qui a décidé d'être honnête parce que la mafia, il n'en veut pas. Et Rachel, alors là, on pourrait dire que c'est un peu ma préférée dès le début du livre parce qu'elle sait lire, elle veut lire, elle veut être libraire, elle a un rapport au livre magnifique. Et dans ces 3 personnages-là qui vont nous emmener tout le long des prisonniers de la liberté et qui vont nous emmener en Argentine, on se rend compte qu'ils ont une force mais phénoménale qui fait que nous, avec notre petit mal de pied ou notre petit mal de cheville, on n'a rien par rapport à ces gens et ce qu'ils ont vécu. Et c'est ta force, à toi, de conteur, d'écrivain, de nous le faire passer. Alors, je ne sais pas comment tu te débrouilles parce que
ton livre se lit comme un thriller et en même temps, chaque personnage, quand on est avec lui dans un chapitre, il nous tient la main et on est en empathie totale avec eux. Et après, on change de chapitre, on est en empathie avec le suivant. Et tout, je dirais que tu arrives à faire une patte qui fait que ton livre a un coup lent, mais on ne peut pas le lâcher. Alors, moi, je dis grand merci à tous ceux qui me permettent de lire, mais j'aimerais beaucoup maintenant te relire. Alors maintenant, tu vas me donner ta recette. Ta recette à moitié pour les lecteurs. Comment tu fais pour nous embringuer comme ça? Enfin, embringuer, c'est peut-être pas un mot tellement français, peut-être pas trop italien, mais tu vas comprendre. Hai capito come fai a catturarli ad avvolgere? Sì. Ma tu sais, je voudrais être un grand écrivain pour répondre à cette question. Je cherche toujours une réponse intéressante. Mais la vraie réponse, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me mis ici et avec mon ordinateur, mon comment si je cahier, et j'ai écrit. Et à un certain moment, les personnages sont nés. Et dans les moments qu'ils sont nés, mon premier mio primo mon première pensée est Luca, écoute-leur. Écoute-leur. Je pense que écrire, c'est plus une question d'écouter, que c'est que vous, femmes, demandez à nous hommes. Écoute-moi. Je ne sais pas si comme Marie, j'écoute, mais comme écrivain, j'écoute mon personnage. Et quand sont nés, les personnages vogliono seguire la loro storia. Ils veulent suivre leur histoire. Loro sanno cos'è la loro vita. Ils savent qu'est-ce que c'est leur vie. Et alors je dois écouter. Et c'est tout. C'est tout. Écoutez. Mais tu sais que j'ai écrit Les prisonniers de la liberté. J'ai écrit 3 versions de ces romans. Et la première version, les personnages étaient radicalement différents des personnages réels. Tu sais, complètement différents. Ensuite, j'ai découvert la terrible histoire de la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, et j'ai pensé que je ne peux pas ne pas la raconter. Et alors, c'était la seconde version. Et j'ai fini la seconde version, plus ou moins, et je suis été à Paris à manger avec mon ami Jean-Christophe Granger. Oui. Et il m'a dit, je peux voir comme tu aimes ton personnage. Et alors, dans les retours à Rome, j'ai dit à Elisa, je ne l'aime pas così tanto. Aussi tant. Aussi tant. Et alors, j'ai écrit pour la troisième fois ce livre. D'accord. Mais tu n'as pas l'impression que c'est tes personnages qui te prennent par la main et qui t'emportent dans ton livre?
Parce que comment on le comprend d'après ce que tu dis, c'est eux qui te guident. Après, et toi, tu les aimes, ils t'emportent avec eux et tu mets l'histoire autour, qui est l'histoire vraie, et tu les places dans cette histoire-là. Parce que quand on voit ce qui s'est passé en Argentine, quand on voit l'histoire historique dans le cadre dans lequel ils vivent, ils subissent des choses, mais ils réagissent aussi. Et on dirait que c'est eux qui te dictent presque la suite de ton histoire. Parce qu'ils nous emportent, ils nous emportent. Sono loro che ti dettano il seguito della... Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Nous écrivains sommes des, come si dice, delle antenne della televisione. Io non lo so, des antenne non lo so. Dei ricevitori, dei radar. Nous écoutons quel que la vie te dit. Oui. Si tu écoutes, la vie te raconte je peux faire une chose. Parce que ces romans, c'est très brut et dur. Oui. La vie de l'immigration est terrible. Alors, ce que je peux faire est que les personnages non perdono mai la speranza. Ne perdent jamais l'espoir. Ouais. E continuano a lottare per i loro sogni. Qui continuent à combattre pour leurs rêves. E in un libro può succedere che vincono. Et dans un livre, ça peut arriver qui gagne. Oui. Dans la vie réelle, oui. C'est difficile. Mais tu prends tes trois personnages, Rosetta, Rocco et Rachel. Ils sont tous les trois dans leur pays et ils vont prendre le bateau. Déjà, le bateau pour aller en Argentine, ce n'est pas quelque chose de très facile pour eux. Et je dirais que dans leur bagage, le plus important, c'est la dose d'espoir qu'ils ont d'une vie meilleure en arrivant là-bas. Sauf que, en arrivant là-bas, il va y avoir les méchants qui vont se liguer, qui vont faire que la vie n'est pas très simple pour eux. Mais dans ton livre qui fait 650 pages ou 700 pages, tout le long, on se rend compte qu'ils ne perdent jamais l'espoir. Jamais. Alors, il y a l'entraide, il y a la souffrance, il y a la vie qu'ils n'ont pas voulu, mais toujours cet espoir. Et autre chose que je veux souligner, parce que je crois vraiment que tu te débrouilles toujours pour que... Tu te débrouilles toujours pour que les femmes soient mises en avant par rapport à l'homme. Et c'est quelque chose qui est magnifique parce que toi, homme, tu te mets dans la peau des femmes et tu ne te trompes pas sur leurs désirs, sur leur vie, sur leur attitude, sur leur façon de vivre. Maintenant, je te laisse répondre. Bah, tu sais, j'aime beaucoup raconter la condition des misérables, comme a dit Victor Hugo. Mais in ces romans, c'est la condition misérable des femmes, toutes, et pas seulement les fils de bordel, dans une société qui est féroce et machiste. Et dans le monde entier, où le livre a été traduit, un petit nombre de lecteurs ont été effrayés par ces duretés. Mais la plupart l'ont qualifié comme un roman féministe. Et je ne pense pas être un
un féministe, cela me semble être une définition ancienne et politique. Je pense que je suis un homme, je dis un mâle, qui aime les femmes et qui, à travers cette histoire, veut dire qu'il y a une meilleure façon d'être un homme. Les lecteurs ont aimé qu'au-delà de toute cette souffrance, il y a toujours de l'espoir dans ces romances. Et tu l'as dit, je voulais que l'un des personnages féminins travaille dans une librairie, car pour moi, une librairie, c'est comme Disneyland. Et comme nous savons tous que le pourcentage des femmes qui lisent est immensement plus élevé que celui des hommes partout dans le monde, je voulais, dans un dialogue très court, montrer la différence d'opinion entre un homme et une femme. Je le lis, je me suis écrit en français. Les femmes achètent plus de livres que les hommes, a déclaré Del Rio. Comment ça s'est fait, a demandé Rachel. Parce que les femmes ont besoin de rêverie. Ils ne travaillent pas et s'ennuient, a déclaré Rio. Ou elles sont plus intelligentes que leur mari, a fait Rachel. Et même pour ces phrases, ils ont dit que je suis féministe. C'est simplement la vérité. Oui. C'est simplement la vérité. C'est le monde comme il est. Je comprends très bien que tu dises que le mot féministe est un mot qui est un petit peu exagéré. Parce que quand on lit tes livres attentivement et qu'on analyse ta façon de parler des femmes, tu parles plus des femmes avec amour pour les femmes et amitié et empathie, et tu les comprends bien, mais sans le côté féministe qu'elles peuvent avoir revendiqué. Je revendique être femme, ou l'homme revendique le côté macho d'être homme, le surhomme. Et là, tu les mets plus sur un pied d'égalité, sur un pied de respect, parce qu'il faut les respecter pour ce qu'elles sont. Et ça, c'est important. On le voit encore plus, je trouve, dans les prisonniers de la liberté, parce que ces femmes qui doivent se débrouiller pour arriver à sortir la tête de l'eau, parce qu'elles ont vraiment la tête sous l'eau, quand on voit, je crois que c'est Rosetta qui est avec ce couple et qu'elle va élever des poules, il faut partager des œufs, si elle n'était pas en empathie et qu'elle veuille partager justement pour faire le bien autour d'elle, il n'y a pas un homme qui va faire ça. On se rend compte que ce n'est pas le fait d'élever des poules qui va le grandir, alors elle pense que c'est comme le colibri, un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau, et la société va devenir beaucoup plus belle. Et je pense ça. Tu sens ça, tu le sens dans le livre. Et ça, c'est archi important. Oui, parce que ce roman est centré sur le cœur, l'intelligence, la force et la sensibilité des femmes. Et bien sûr, l'amour. Et parce que moi, je me suis écrit au risque de paraître pathétique, l'amour est la clé de la vie pour moi. Il n'y a pas de vie sans amour. Et un amour qui n'est pas seulement une attraction entre des êtres humains. Pour moi, l'amour est solidarité, de soutien, de complétude. Et j'inclus dans l'amour aussi l'amitié, le désir d'aider les autres, surtout les dernières, les misérables. Nous avons dit de créer une société meilleure
de rêver, d'avoir la possibilité de lutter à armes égales pour réaliser un projet personnel ou celui de toute la communauté. L'amour que j'ai ressent pour ma femme Elisa est immense, sans limite. Mais je vous dis que si toute ma capacité d'aimer s'est limitée à notre relation personnelle et que je n'avais pas m'ouvrir au reste du monde, je me sentirais comme un homme incomplet. Vous disiez raté. Sbagliato, sì. Raté. Raté. Parce que c'est ça, parce que je ne pense pas d'être féministe. Je pense que le monde peut être meilleur, simplement. Oui. Parce que c'est juste. Oui, mais tu as oublié un mot que tu comprends très bien, c'est que toi, tu le vis tous les jours parce que tu partages. Je me souviens qu'il y a quelque temps, tu m'avais dit, je vais dans un café, je laisse des sous pour que le mendiant ou la personne qui veut un café et qui ne peut pas se le payer, eh ben, il a un café. Je me souviens de ce que tu m'avais dit, ce que tu fais à Rome. Mais dans ce mot partage, tu t'arranges toujours pour que tes personnages, parce que j'en reviens au roman, tes personnages partagent leur douleur, partagent leur façon de vivre aussi, mais aussi quand il faut aider, ils sont là, ils partagent le peu qu'ils ont. Si une des filles qui se retrouve dans une maison close a des soucis, il y en a une autre qui va l'aider. Elle n'est pas forcément en meilleure position, mais elles vont unir leurs petites forces pour arriver à s'en sortir. Et c'est ça qui fait que tes personnages sont en bas de l'échelle et qu'ils peuvent atteindre tous les lecteurs, que ce soit des lecteurs qui vont lire des choses très compliquées comme des choses très simples, parce que chaque lecteur peut rentrer, mais vraiment rentrer dans la peau de tes personnages, parce que tu as su nous les rendre proches, ils sont à côté de nous. Et quand tu es dans ton livre, et que quand je ne parle pas pour les autres, mais quand je suis dans ton livre, je vais le lire, je suis en empathie totale avec eux, mais quand j'ai fini de le lire, je flotte, je suis encore avec eux, en Argentine ou ailleurs, mais encore avec eux. Moi, le gang des rêves, j'ai une image dans ma tête qui ne bouge pas, c'est quand je franchis, je descends du bateau et je vais arriver à New York. Je suis avec cette petite bonne femme et son fils dans les bras, et j'ai cette image qui marche là. Et le regard de cet homme qui va l'aimer dès le premier moment. Et ça continue, mais tu as des images qui te restent longtemps parce que tu sais nous les rendre. D'abord, cinématographique, tu as encore un autre talent, mais on n'aura pas assez d'une heure. Là, tu sais nous rendre l'image parlante, et on repart avec dans notre tête. Et une fois qu'on a fermé le livre un soir parce qu'on est complètement mort, le lendemain, on repart avec et on n'a même pas envie d'aller au travail, on a envie de le lire. Voilà. C'est pour ça, c'est pour cette raison que je t'appelle ma fiancée française. D'accord, mais maintenant tout le monde va le savoir. Voilà. Pardon, je ne sais pas si quelqu'un, là, je vois des questions des panélistes. J'ai promis que le rêve de ma maison dit salut à tout le monde. Salut. Voilà. Bravo, rêve. Il s'appelle Rêve. Ah. Il s'appelle Rêve. Voilà. Dis donc, Luca, je vois qu'il y a plein de questions des panélistes. Il y a beaucoup de questions sur précisément tes personnages, savoir si ce sont des personnages historiques. Comment tu travailles sur l'histoire? Est-ce que tu vas étudier, je me souviens notamment du bateau dans Les Enfants de Venise, qui est un travail de fou pour connaître chaque pièce du bateau. Et il y a plusieurs personnes qui posent la question de savoir comment tu travailles. Est-ce que c'est inspiré de la réalité? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un roman historique? Il serait peut-être intéressant que tu nous dises un peu en quoi tes livres sont et ne sont pas des romans historiques. Non, pour moi, ce ne sont pas des romans historiques.
je pense que mon roman sont romans d'éducation, d'amour, d'aventure, de solidarité. Et le cadre historique pour moi est comme une scénographie, un scénario dans lequel évoluent les personnages. Et, en réalité, je donne d'abord naissance au personnage. Hein? D'abord naissance au personnage. Et j'essayais de comprendre quel sera le chemin physique et des motifs émotionnels du personnage. Et alors seulement, j'ai choisi le cadre historique. Et le lié ou se déroulera l'histoire. Je ne parle pas les passés. C'est seulement les passés, c'est une chose morte. Et alors, pour moi, doit être quelque chose qui parle des personnages, où les personnages possono parlare. Puissent parler. Puissent parler. Les meilleurs, il miglior posto dove possono vivere. Le meilleur lieu où ils peuvent vivre. Pour l'histoire. D'accord. Je peux couper les panélistes, pardon Henri. J'avais pensé à quelque chose. Tu as fait voyager tes personnages. Ils partent beaucoup d'Italie, donc l'immigration italienne, à New York, en Argentine, les deux endroits du monde où il y a eu la plus forte immigration italienne. Il y a un sujet que je te suggère, tu en feras ce que tu voudras, mais il y a un endroit qui a marqué beaucoup l'Italie et qui a été marqué par l'Italie, c'est l'Éthiopie. Est-ce que tu y as pensé? L'Éthiopie. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as pensé à ce pays qui a été très marqué par l'Italie? Parce que là, tu aurais beaucoup de personnages qui pourraient t'y emmener. Une bonne suggestion. Je pense que là, nous avons affaire avec le fascisme. Oui. Et alors, c'est très intéressant et très dur. Oui. Parce que c'est una macchia che abbiamo. C'est une tâche que nous avons. Oui. Mais tu sais, si tu es italien, tu sais qu'est-ce que veut dire émigration. Oui. Tu sais, maintenant, nous sommes en Italie, 60 millions, Oui. plus ou moins. Et dans le monde, il y a, comment se dit 70? 70 millions d'Italiens. d'Italiens. Je m'appelle Zanini. Hein. Ton prénom, je suis désolée. Ton prénom me dit, je sais, et tu arrives voilà. à l'Italie. Voilà. Mais je pense que l'Italie, qui est un pays très riche au niveau de l'art, de la culture, de beaucoup de choses, est un pays qui fourmille et peut te donner encore d'autres idées, parce que je suis sûre que tu travailles encore sur un roman, c'est sûr. On n'aura pas le sujet, tu ne vas rien vouloir dire, mais je suis sûre que tu travailles sur un prochain roman et que le démarrage sera encore l'Italie, pays cher à ton cœur. L'inizio sarà l'Italia. Oui. Ça sera le prochain qui sortira à la rentrée, c'est à Rome. Et oui. alors, c'est Italie. Et celui que je suis en train d'écrire, c'est en Italie nel 1600. En 1600. E parla di streghe e santi.
parle de sorcières et de saints. Mon Dieu. Mon Dieu, vaste programme. Vaste programme. D'accord. Bon, on attend, on attend. Alors, pour revenir à ton roman qui vient de sortir chez Presse Pocket, Les prisonniers de la liberté, je pense très sincèrement que c'est un livre qui est aussi documenté que celui que tu avais fait sur Venise, parce que dans celui-là, tu explores une société qui s'appelle la Zouimigdal, si je me rappelle bien, et cette société a vraiment existé. Tu peux nous en dire un petit peu quelque chose? C'est un terrible peccato, come si dice? Péché. Péché de l'umanité. Oui. Parce que cette société Zvimigdal a existé par 80, 80 et 80, 90, 80, 80. 80 anni. Prendevano delle povere ragazzine. Ils prenaient des pauvres jeunes filles e le trasportavano in Argentina imbrogliandole. Et ils les emmenaient en Argentine ingannandole, non mi viene. Va bene, e le facevano diventare delle prostitute. Et ils les faisaient devenir des péripatétiques. Ma à 13 ans. À 13 ans. 15 ans. C'est une chose terrible. Mais ils ont très, come si dice, potenti, très sì, puissants. E guadagnavano 50 milioni di dollari all'anno. Ils gagnaient 50 millions de dollars par année. E quindi si compravano tutti. Donc, ils achetaient tout le monde. Alors, je te coupe la parole, mais si je te parle de ça, c'est parce que chaque fois qu'on lit tes livres, on apprend toujours quelque chose de vrai sur une région, sur un pays, sur une époque. Quand on a lu le livre sur Venise, on a appris beaucoup de choses sur le ghetto juif pendant presque 2 ans. Là, on apprend la Zouimigdal dont on ne savait rien. Alors, moi aussi. Pas beaucoup, pas beaucoup. Toi, oui, nous, non. Non, moi aussi, je l'ai découvert. Et parce que j'ai étudié. Je veux travailler dans les lieux où oui. Je suis. Et alors, j'ai étudié, et j'ai découvert cette incroyable histoire. Et je comprends maintenant pourquoi tes livres ont un tel engouement dans le public, masculin et féminin, parce que souvent, on dit que tes ouvrages ont trop de violence, mais cette violence-là, elle n'est que racontée parce qu'elle est vraie, elle a existé. C'est vrai. Justement. C'est vrai. Alors, c'est le reproche qu'on te fait, mais c'est un reproche que l'on te fait quelquefois. Et je dis toujours à mes lecteurs, c'est quelque chose qui a existé parce que ces histoires-là sont basées sur des faits vécus. Et là, je ne crois pas. Sfortunatamente, sì. Malheureusement, si. Malheureusement, voilà. Oui. Malheureusement, oui. Oui, voilà. Donc, alors, tu peux dire c'est trop dur, mais ce n'est pas une chose inventée. Oui. C'est la réalité. C'est pour ça que tes romans nous permettent de sortir grandis. Et si on veut, on peut encore approfondir pour aller voir la vérité, la source historique de tes personnages. Che è la stessa cosa che succede a me quando scrivo. Et c'est la même chose qui arrive à moi quand j'écris. Imparo. J'apprends.
Ben, nous aussi, beaucoup, beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler, parce que moi, je pourrais dire encore beaucoup de choses. Alors, moi, je suis là parce qu'il y a beaucoup de questions. Merci, Henri, d'être intervenu parce qu'il y avait Vas-y. effectivement beaucoup de questions sur les personnages. Il y a, Lucas, beaucoup de messages de sympathie pour vous dire que vous êtes le meilleur raconteur d'histoire de notre époque, que vos livres les font voyager, que voilà, ils sont ravis de vous entendre, que ça leur apprend beaucoup de choses par rapport à leur lecture. Donc voilà, ils sont tous là. Sont tous amis. Sont tous amis. Sont tous des amis. Il y a un petit message de Adeline qui vous remercie parce que vous avez envoyé une lettre à sa fille Fantine et elle voudrait savoir si un ouvrage pour les enfants était prévu prochainement parce que vous avez écrit aussi pour les enfants. Oui, oui, e c'est un programma. Non subito. Pas tout de suite. Pas tout de suite, c'è il rischio che insomma, sto scrivendo tanto e la mia vita è una sola. Je suis en train d'écrire beaucoup et j'ai une seule vie. Oui, on l'imagine. Henri, est-ce que vous pouvez donner la date de sortie, ou c'est trop tôt, de la rentrée, parce que Lucas va sortir son prochain roman en rentrée littéraire, donc c'est en septembre. Si vous procurez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, si vous procurez Les Prisonniers de la Liberté, Pocket nous a fait mettre hier une petite annonce qui dit « Tous les chemins mènent à retrouver le nouveau Luca Di Fulvio en librairie le 9 septembre ». Voilà. Alors, maintenant, on va... Et le livre jeunesse est encore disponible. On va le remettre en place à la rentrée. Et il est particulièrement, tu te parles, Luca, et il est particulièrement extraordinaire ce livre parce que Luca l'a écrit pour une petite fille qui maintenant se porte bien en ayant grandi, mais qui était malade. Et il voulait l'accompagner dans sa leucémie, je crois, en lui faisant un petit conte à façon. Et dans ce petit conte qui s'adresse aux 9-13 ans, qui s'appelle les Aventuriers de l'autre monde, qui est un titre très Luca Di Fulvio. Vous allez retrouver là aussi 3 personnages, mais sans les scènes de violence. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire lire à tous. Pourquoi tu ris, Luca? Parce qu'on voit qu'il y a tous les trois chiens qui sont derrière. Tu parles, ma... il y a tous les chiens. Sai che gli attori non vogliono mai recitare con gli animali? Tu sais que les acteurs ne veulent jamais réciter avec les animaux. Perché tutti gli spettatori guardano solo gli animali. Parce que tous les spectateurs regardent seulement les animaux. Quindi ti abbiamo rovinato il discorso. Donc, on t'a abîmé le discours. Non, parce qu'on ne voyait pas les chiens, pas du tout. Pas du tout. Alors, Lucas, Marc a une question pour toi. Vous avez écrit plusieurs livres à des époques différentes. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce voyage dans le temps? Cosa ti seduce? Hai scritto diversi libri. Cosa ti seduce in questo viaggio nel tempo? Ma si dice, io sono prima un lettore e poi uno scrittore. Tout d'abord, je suis un lecteur et après un écrivain. E si dice che è bello leggere i libri perché si può vivere 1000 vite. On dit que c'est beau lire les livres parce qu'on peut vivre 1000 vies. Et écrire, c'est la même chose. Je peux vivre toutes les vies que je veux. Et c'est pour ça que je ne suis pas un écrivain serial. Je ne veux faire la suite des choses. Je veux écrire de nouvelles choses avec de nouveaux personnages. Et c'est réellement voyager pour moi dans le temps. Parce que, je le dis, j'étudie et j'apprends choses que je ne sais pas. Et alors, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est divertente studiare. C'est amusant à étudier. Alors, il y a une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé de ta capacité à écouter tes personnages, à les entendre. À quel moment as-tu découvert cette capacité d'entendre tes personnages?
In quale momento l'hai scoperto di essere bravo ad ascoltare i tuoi personaggi? Tardi. Tard. J'ai écrit des horribles thrillers pour des ans et sont des livres horribles. Et avec la gang des rêves, j'ai appris à écouter. Christmas m'a parlé pour la première fois. Et la première fois qu'un personnage a commencé à parler et j'ai commencé à écouter. Et alors, je parle de 12 ou 13 ans, enfin, à l'arrière. 12 ou 13 ans. C'est la première fois e la gang des rêves. E infatti io non mi riconosco nello scrittore di prima. Quello dei thriller? Sì. En effet, je me reconnais pas dans l'écrivain qui écrivait les thrillers. Sono due persone diverse. Pour moi, c'est deux personnages différents. Deux écrivains différents. Alors, il y a une question qui vient d'arriver de M. Lebras, je n'ai pas le prénom. Lucas, dans ses romans, parle des injustices et du combat de ses personnages contre elles. Quelle est la place ou la mission de la littérature dans le combat contre les injustices? Je pense que chacun doit faire qu'il peut, ce qu'il peut. Et alors, je suis un écrivain, et alors io provo a fare la mia parte. J'essaye à faire ma partie. Mais je pense que, tu sais, je pense que la littérature est très importante pour parler à les personnes. Et c'est très important che la letteratura parli veramente alle persone. Parle vraiment aux personnes. Perché ci sono troppe volte degli scritti che sono tutti di cervello. Parce qu'il y a beaucoup de fois des livres qui sont trop de cerveau. Et tu dois avoir lo stomaco, la pancia. L'estomac, le ventre, il faut y avoir. La letteratura del Novecento, la letteratura du 900, a un certo punto ha detto che era sbagliato provare emozioni. À un certain moment a dit que c'était ça n'allait pas bien éprouver des émotions. E per me è esattamente il contrario. Pour moi, c'est exactement le contraire. Gli scrittori, i pittori, i musicisti, i critici devono parlare alle persone. Les écrivains, les peintres, les musiciens, les critiques doivent parler aux gens. Perché noi siamo la gente. Parce que nous sommes la gens. Non siamo diversi. Nous ne sommes pas divers. Alors, il y a encore plein de messages, et notamment, il y a Philippe Fournier qui vient de se connecter et qui vous Ciao embrasse. Philippe. Bonjour Philippe. Et Lucas et Henri, voilà. Beaucoup de messages pour Lydie en disant que c'est une super libraire, mais ça, on le sait tous. Donc, Lydie, tu as plein de messages aussi. Une dernière question, est-ce que le Gang des rêves pourrait devenir un film? Et y a-t-il eu des options ou pas? Stiamo scrivendo una serie TV. On est en train d'écrire une série pour la télévision. 8 puntate. 8 épisodes. 8 episodi. Ma devo imparare a lavorare nel cinema. Mais je dois apprendre à travailler dans le cinéma. Perché sono molto lenti. Parce qu'ils sont très, très lents.
Forse perché devono mettere troppi soldi. Peut-être parce qu'ils doivent mettre beaucoup d'argent. Io devo solo usare un po' di inchiostro e di carta. Moi, je dois user seulement un peu de encre et de carte. Du papier, pardon. Ma stiamo scrivendo la serie de Le Gang. On est en train d'écrire la série pour Le Gang. E sto parlando con dei produttori per les prisonniers de la liberté. Et je suis en train de parler avec des producteurs pour les prisonniers de la liberté. Avant de relaisser la parole à Lydie pour une dernière question, est-ce qu'il y a, j'ai vu passer une question là, est-ce qu'il y a des écrivains qui vous inspirent, Lucas? Oui, oui. Dans ma vie, il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont inspiré. Le premier était Jack London, quando ero un bambino. Quand j'étais un petit garçon. E poi ce ne sono stati tanti altri. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. E la cosa che impari a un certo punto Et la chose que tu apprends à un certain moment, è che quelli che ti hanno insegnato c'est que ceux qui t'ont appris sono tutti anelli di una stessa catena. Ce sont tous des anneaux de la même chaîne. Quando li leggevi e ti ispiravano, non lo capivi. Quand tu les lisais et ils te inspiraient, tu ne le comprenais pas. Ma adesso a distanza sono tutti legati da questo sottile fil rouge. Mais maintenant, après beaucoup d'années, j'ai compris qu'ils sont tous liés avec ce fil rouge. Dostoevsky è un genio, ma non è qualcuno che mi ha ispirato. Dostoevsky, c'est un génie, mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a inspiré. Victor Hugo. Zola. J'ai dit Jack London. Mais Ken Follett. Et Gabriel Garcia Marquez. Mais je pense que Dumas, Le Comte de Monte Cristo, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Et le mie orecchie hanno sentito tanta letteratura francese. Mes oreilles ont entendu beaucoup de littérature française. Un po' d'anglais et américain. Lydie, je te laisse poser la dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on clôture. Je te laisse le mot de la fin. Bien sûr. Alors, le mot de la fin, ce n'est pas vraiment une question. C'était quand j'ai lu Le Gang des rêves et que j'ai eu l'insigne honneur de connaître Henri et Luca, sur le moment, je ne savais pas comment dire à Luca mon admiration quand j'ai lu Ce Gang des rêves. Et je lui dis, on dirait du Victor Hugo. Et quand je lui ai dit ça, il me dit non, parce qu'il était modeste. Maintenant, il a changé. Mais... Non, j'ai dit que m'ont inspiré. Non, tu as dit que j'ai écrit comme Victor Hugo et ça, c'est pas possible. Ben, c'est normal, il n'est plus là. Il n'a pas pu te tenir la main, mais je suppose qu'il a quand même eu un petit peu des graines qui ont germé dans ton cerveau, je pense. J'espère parce que c'est un beau grain. Je ne dis pas que c'est Victor Hugo qui a écrit à ta place, je dis que on lit du Victor Hugo de l'an 2000. Voilà. Io spero che non ci sia una vita al di là della morte. J'espère qu'il n'y aura pas une vie après la mort. Perché mi avete paragonato a Victor Hugo, a Zola, a Dickens? Parce que vous m'avez paragoné à Dickens, Victor Hugo, Zola. E quando, se c'è un'altra vita, quando andrò di là mi riempiranno di botte. Et s'il y a une autre vie,
quand j'irai de l'autre côté, ils me donneront plein de points. Je pense. Mais sincèrement, tes personnages qui sont du bas peuple, parce que c'est des gens qui sont populaires, qui sont simples, alors on peut leur dire, leur reconnaître quelque chose, c'est qu'ils ont toujours un cœur immense et ils sont un peu à ton image. Voilà. Je vais arrêter les fleurs. Oui. Après, tu vas y croire et on ne voit pas tes chevilles. Alors, voilà. Mais, exactement. Prends soin de toi, je dirais, et puis on va se remettre à fond dans Les prisonniers de la liberté, parce que c'est un livre qui est magnifique. Merci à Presse Pocket de l'avoir édité. Merci d'avoir mis 4 citations à l'entrée de page, parce que ça fait plaisir. Grazie. Merci à eux, merci à toi. Et puis, on attend avec impatience le début septembre, n'est-ce pas, Henri? Mais nous, on a de la chance parce qu'on va le lire avant. Voilà. Nathalie. Ouais. Alors, bonsoir à tout le monde et merci d'être ici. Alors, les prisonniers de la liberté sont chez Lydie Zanini à la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Ils sont aussi chez Philippe Fournier à la maison de la presse de Mérignac-Montdésir. Ils vont être sur toutes les librairies, les tables de librairie, pardon. Et pour les retardataires, oui. Et pour les retardataires, alors ça c'est la version collector, il y a le Gang des rêves aussi chez Pocket. Donc on remercie nos amis de chez Pocket. Demain on va les retrouver parce qu'on aura la chance de recevoir Vincent Villemino qui a une double actualité aussi pour une sortie chez les Pocket Jeunesse qui s'appelle Lille et pour chez Pocket, nous sommes l'Étincelle qui a eu le prix du roman écologique. Henri, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Je voudrais juste ajouter une chose parce que vous parliez de Lydie qui vend extrêmement bien Luca parce qu'elle l'adore. Moi, je voudrais donner l'exemple de Philippe qui est là. Ciao Philippe. Ciao Philippe. Et Philippe, c'est comme le premier libraire. Il fait des piles de Luca di Fulvio et il écrit satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si quelqu'un n'aime pas le livre, il le reprend. Et ça, je trouve que c'est tout à fait exceptionnel. Donc, je voulais lui tirer un coup de chapeau avant de partir. Oui, mais il n'a jamais remboursé de toute manière. Jamais. C'est ça. Donc, grand merci Lydie, grand merci Lucas. Merci à toi. Grand merci à vous. On salue aussi, c'était Elsa Damien, la traductrice de Lucas, parce que ça c'est très important de saluer les traducteurs, parce que sans les traducteurs, nous on ne pourrait pas lire en version française. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée, bonne soirée à Rome, bonsoir Lucas, à très vite en librairie. Bonsoir Merci Nathalie.